5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonjour, bonsoir. Bien le bonjour, pardon, on a oublié bien le bonjour, la tradition, quand Arsenal gagne. On a oublié, mais écoute, je suis désolé de te le dire, mais je trouve que c'est un peu nul bien le bonjour. D'accord. La formule, tu vois. Donc Bof, quoi. on arrête d'avoir une formule typique de quand Arsenal gagne, ou tu vas en trouver une autre? Non, je vais en trouver une autre, mais meilleure. Bien le bonjour, c'est... Mais j'ai l'impression que tu dis souvent des choses comme ça. Tu préfères dire non à quelque chose que proposer une alternative. Je préfère dire non que dire oui. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, mais... Ouais, mais je pense que je vais trouver une bonne alternative. D'accord, comme quoi par exemple, là, en impro, direct, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme greeting, comme salutation à l'entrée quand Arsenal gagne? Arlaise, hein. Ah oui, d'accord, donc à la belge direct. Ah oui, quoi. Non, je rigole, ça c'est nul. En plus, si t'es pas belge, je connais pas. Enfin, c'est même spécifique de... Même si t'es belge, faut connaître aussi, quoi. Donc, c'est très, très, très spécifique. Je pense que pour le coup, si t'es belge, tu le connais quand même, vraiment. Ouais, mais le côté... C'est vraiment le truc qu'on disait entre potes au lycée, quoi. Arlaise, un fieux. Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Ce côté, ouais. Le à l'aise avec l'accent qui est mi-belge, disons, street. Ouais. Street de Bruxelles, quoi. Écoute, on peut trouver autre chose, on va voir. Sinon, ça va, toi ? Ouais, ça va. J'ai bientôt fini mon petit séjour au Mexique. Demain, je prends l'avion retour, 12 heures de vol. Ça va être super. Est-ce que tu te souviens que dans le vol aller, c'était le match Everton-Arsenal et que j'avais du Wi-Fi dans l'avion qui me permet simplement d'échanger des messages et pas du tout, évidemment, de regarder un match. Et donc, je dépendais de toi pour me dire ce qui se passait par WhatsApp. Ouais. Et tu me faisais des petits suspens comme en fin de match. Tu dis fin de match hyper tendu, fin de match Arsenal 1, Everton. Et là ça a 3 petits points, 0. Et puis là, j'étais genre, ok, trop. Ouais. Et là, mon vol après, tu me connais. Ouais. Genre, si on n'avait pas gagné, j'aurais pas fait ce genre de truc. Tu vois. Ouais, et s'ils dit avaient avec marqué, lui, tu m'aurais dit direct. Avant j'aurais dit le direct, final. il fait chier, tout ça. Pardon pour les gros mots, excusez-moi. Bon, voilà, en tout cas, là, c'était une victoire de justesse sur le score, je dirais, mais plutôt dans l'ensemble, vraiment une bonne performance contre Bournemouth, 3-2 à leur stade, un match qu'on avait perdu l'année dernière. Alors non seulement on avait perdu le match chez eux, mais on avait aussi perdu contre Bournemouth chez nous. Donc Arsenal avait 4 défaites l'année dernière, seulement 4 défaites, et 2 étaient contre Bournemouth. Donc là, il fallait quand même, comme on se disait, tous les scores récemment qu'on a eu face à des équipes qui nous ont un peu agrippés l'année dernière. Là, on a vraiment pris le dessus. Là, encore une fois, c'est un nouveau match dans le cas. Et là, il y en a eu 4 d'affilée. 4 d'affilée qui sont des matchs où on avait principalement fait des nuls, voire là, une victoire l'année dernière. Donc, Brighton, Everton, Aston Villa et maintenant Bournemouth, où ça fait 4 victoires. Et si tu rajoutes la victoire de Wolves avant, ça fait 5 victoires d'affilée pour Arsenal. Là, depuis la défaite contre Aston Villa. Et voilà, en tout cas, Bournemouth, en effet, ils n'ont pas de victoire depuis octobre. Ça faisait quand même 10 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Donc, on se disait, est-ce que ça va être assez facile? Mais il y a un truc qu'on n'avait pas regardé, c'est qu'ils sont assez bons chez eux, à domicile. Ils avaient encaissé que 6 buts avant ce match chez eux. Et là, ils en ont pris 3 de plus. Donc, c'est quand même 50% de leurs buts d'avant ont été ajoutés en ce match-là chez eux. 6 buts en 9 matchs et demi. Du coup, 9. Exactement. Je sais pas combien de matchs ils ont fait chez eux. Normalement, ça doit être 50-50 la première moitié à peu près. Comme c'est 19. Ah oui, c'était 18 avant, ils ont fait donc 9 matchs à peu près, quoi. Enfin, ça dépend, parce que parfois ils font plus de matchs chez eux. Je crois qu'ils étaient à 19. Hein. Comme nous, on était à 19, c'était notre 20e. Non, mais je veux dire, chez eux, c'était soit... Ouais. Oui, c'était Attends, soit 9, il y a déjà soit eu 10, 19 matchs là ?
Ah, c'était le 20e match là Ouais, c'était le 20e match, ouais. Le 19e, Ah oui, c'était contre Villa. Mais c'était le seul match qu'on n'avait pas joué, en effet, à cause des trucs bizarres du calendrier. C'était Bournemouth était la seule équipe qu'on n'avait pas joué. Mais voilà, c'est fait. Donc, c'est-à-dire qu'aussi, le match à l'extérieur à Bournemouth est passé derrière nous. Aussi, un autre truc, Arsenal continue avec une stat qui est un perfect contre toutes les équipes qui sont placées entre 7e et 20e du classement cette saison. Que des victoires. Qui est bien, ce qui est un changement par rapport aux années d'avant, pour l'instant. Donc voilà, on avait nul contre Chelsea, défaite contre Villa, performance limite contre Wolves. Je me souviens qu'on se disait entre nous comment est-ce qu'on analyse tout ça, est-ce que c'est à long terme, la question va être comment on s'en relève, les matchs qui vont suivre, l'analyse dépendra en fait de tout ça. Et là depuis il y a eu, comme je dis, 5 victoires d'affilée, donc quand même plutôt appréciable comme performance. Non, très bonne performance, ouais, effectivement, de ce que j'ai vu. Après, bon, il y a des choses à dire quand même, parce que, bon, surtout le premier but, voilà, no comment. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler en premier, mais bah oui, de toute façon, on va se faire la compo et ensuite se faire un petit récap du match dans l'ensemble. Mais bon, le premier but, dans l'ensemble, si on parle juste de performance globalement, je trouve qu'on marque quand même 3 buts de façon assez différente, les 3, ce qui est quand même pas mal. Ça suit quand même 4 buts contre Villa. Donc on disait qu'on marquait pas assez de buts, que c'était que des buts contre leur camp ou des pénaux, avec le pénau de Gyökeres contre Everton, et qu'on n'arrivait pas à cliquer en attaque. On avait 10 de expected goals sur je sais pas combien de matchs et seulement un but sur pénaux. Donc c'était quand même un peu compliqué. Et là franchement on a encaissé 2 buts, oui, mais pas beaucoup d'occasions, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un but qu'on leur donne, donc celui dont tu viens de parler, voilà. Et un, c'est un tir de franchement, 20 mètres, en vrai, quoi. on devrait encaisser qu'un seul but. On devrait encaisser qu'un seul but, en fait. Et les erreurs, après, en ils fait, ont été dangereux arrive, quand même, hein. Ils étaient quand même ça allait. C'était pas comme contre Villa et contre Villa le premier match ou même après, ou contre Chelsea là où on concédait énormément d'occasions, mais après je trouve qu'on a bien joué, c'est ça aussi. Défensivement ils étaient quand même solides, ils gagnaient les duels, mais tu sentais que heureusement, parce qu'ils étaient quand même là, ils étaient là, quoi. Tu sens bah ouais, et on a bien joué, mais ils étaient là. C'est une équipe qui court énormément. Donc il a sur la composition, Arteta a décidé de prendre des coureurs devant. Je t'ai perdu. Allô. Ouais. C'est bon. Martinelli, donc Arteta a décidé de prendre de sélectionner des coureurs. Alors déjà, il fallait reposer Saka. Il l'a fait, chapeau, il faut le reconnaître, vraiment magnifique. Je trouve que Madueke est très très bon et était très bon dans ce match. Donc il a mis Madueke, Martinelli autour de Gyökeres. J'aurais peut-être vu Gabriel Jesus là pour pouvoir reposer Gyökeres en prévision de Liverpool. Mais comme ces derniers matchs, il a souvent sorti Gyökeres à la 60e, 65e. Finalement, il s'est un peu reposé dans ces moments-là, disons. Derrière, il y avait Rice, Zubimendi, Odegaard qui est en train de se développer comme un peu clairement notre meilleur milieu, son meilleur trio. En défense, on a retrouvé la plateforme Saliba-Gabriel, ce qui fait vraiment plaisir. Calafiori toujours blessé, donc Hincapié à gauche et Timber à droite évidemment, et Raya en but. Donc voilà, donc il y avait le retour de Rice, j'ai pas mentionné parce qu'il était pas sûr qu'il joue, mais voilà, donc Rice a pu revenir, et heureusement parce que lui aussi c'est un coureur, on va en parler parce que j'ai une petite section sur Rice. Donc Bournemouth est une équipe de coureurs, comme je disais, qui font un pressing vraiment intense, 1 contre 1, partout sur tout le terrain. Alors que ce soit quand Arsenal essaie de jouer depuis le gardien, depuis la défense, ils sont là. Quand Arsenal a réussi à franchir les rideaux et passe, ils sont encore là. Et chaque fois qu'un joueur reçoit la balle, il y a un joueur de Bournemouth qui se jette dessus. Ça, c'est leur plan de jeu. Hein. Et c'est le genre d'équipe, un peu comme Atalanta, comme ça aussi, où il y a des sortes de mid-block hyper intenses sur le pressing 1 contre 1 contre lesquels Arsenal a souvent galéré. Donc je les ai trouvés vraiment très bons, Bournemouth, surtout sur le début de match. Après, quelque part, ça nous a pas aidé, mais quelque part, ils étaient pas, justement, en fait. C'était pas une équipe qui était là en mode on descend, on fait que défendre en mid-block ou très bas tout le match pour nous empêcher de jouer. Au contraire, moi, je trouve qu'ils jouaient pas mal. Du coup, c'était difficile parce qu'ils nous pressaient assez haut. Une fois qu'on arrivait à passer le premier pressing haut, ils se repliaient vachement bien. Ils faisaient un mid-block et après un low block, un bloc bas. Ils le faisaient vachement bien, mais le fait qu'ils jouent aussi, ça fait qu'il y avait quand même un tout petit peu plus d'espace je trouve que contre une équipe, il n'y avait pas énormément d'espace, mais je trouve que c'est peut-être juste qu'on a mieux joué que d'habitude, mais d'habitude contre les équipes qui défendent bien.
mais je trouve on bougeait le ballon assez vite quand même, on arrivait quand même à être menaçant. Donc je sais pas si c'est parce que justement ils essayent de jouer, ils sont chez eux et c'est une très très bonne équipe technique et physique, et du coup ils peuvent presser plus haut, ils font pas que défendre dans leur camp, ou est-ce que c'est nous qui étions vraiment où tout ça cliquait comme on dit, on était vraiment le ballon bougeait très vite, on faisait pas le fer à cheval comme tu dis, on était beaucoup plus incisif. Mais en tout cas je pense que c'est qu'on commence à l'être plus généralement, hein. C'est pas que c'est aussi un peu grâce au mode de jeu de Villa ou Bournemouth, mais c'est quand même quelque chose qui a évolué qui est clairement une instruction et une volonté dans les derniers matchs pour Arsenal. Mais je sentais que on trouvait plus de passes entre les lignes, ça allait plus vite. C'était pas tout le temps comme on fait un peu dans certains matchs où c'est un peu plus lent. Tu vois, on fait des passes assez latérales. Je trouvais que là, ça allait vite. On essayait de jouer en transition beaucoup plus. Donc, mais oui, effectivement, une très bonne équipe. Et il faut pas oublier que ça fait je crois 11 matchs qu'ils n'avaient pas gagné, ou ça fait 11 matchs qu'ils n'ont pas gagné avec maintenant, ce match-là, je sais pas. 10 d'avant, depuis octobre. Et voilà, ils ont un peu une période un peu difficile, mais il faut pas oublier que Bournemouth, la saison dernière et même cette saison, ça reste une très très bonne équipe. Faut pas se fier seulement aux résultats. Un peu comme contre Villa. Hein. Villa, ils avaient 11 victoires d'affilée ou je sais pas combien, et en fait, ils étaient battables. Et donc là, c'est pareil, Bournemouth, ils sont un peu en termes de résultats, c'est pas trop ça, mais moi j'ai pas oublié que c'est une très très bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs, ils ont un très bon entraîneur, ils sont très organisés, très physiques. Moi je savais que ça allait être un match un match très difficile, hein. C'est pas parce qu'ils ont pas gagné pendant ce match que ça allait être facile. Mais surtout qu'ils avaient, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, ce n'était, malgré tous les au revoir et les adieux des joueurs, ce n'était pas le dernier match de Antoine Semenyo qui était donc titulaire contre nous, évidemment, parce que Manchester City a retardé son transfert, et je pense qu'ils l'ont fait exprès. Je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, ça tombe toujours sur nous, ce genre de truc. C'est genre... Parce que les news, c'était City retarde. C'était ça, les news. C'était pas juste, c'est pas encore fait, tu vois. Je sais pas. Donc, ils se disent, après, on est leur rival principal, ils se disent, vaut mieux que quand on joue contre Bournemouth, il y ait Semenyo, tu vois. Ça, je comprends, hein. Je pense qu'on aurait évidemment fait pareil. Mais après, je sais pas si c'est ça, mais en vrai, dans tous les cas, c'est chiant parce qu'à chaque fois, c'est ça, tu vois. Chaque fois, on se prend on va jouer, on joue contre eux. Je sais pas. Matika chez Camara était suspendu contre Arsenal. Tu vois, il y a des et ils en ont bien pâti d'ailleurs, je trouve. Je trouve qu'il y a des je parle des joueurs d'Aston Villa, hein. Il y a quand même Onana s'est blessé pendant le match alors que c'était le meilleur joueur sur le terrain jusqu'à sa blessure. Mais nous on a eu notre portion de poisse, on va dire. Ouais. Notre share. Mais oui, contre Chelsea, ils ont pas Caicedo. Ah bah non, c'est parce qu'il a eu un rouge, parce qu'il a fait un tacle dangereux. Parce qu'il a été con. Il a été overhyped. Ouais. Non mais très très bonne. Mais c'est marrant, moi contrairement à toi, je suis assez d'accord que dans l'ensemble on était assez bon pour. C'était incisif et tout, mais pas du tout dans les premières 20-25 minutes. Je trouve au contraire, Zubimendi était très faible techniquement. On n'arrivait pas du tout à enchaîner aux passes. On se prenait surtout des transitions assez rapides, même si elles n'arrivaient pas forcément jusqu'à Raya. Et d'ailleurs, je trouve que le but, clairement, Gabriel leur donne, mais c'est quand même un gros pressing. C'est pas une coïncidence que Gabriel fasse son erreur contre une des meilleures équipes en pressing haut. Tu vois. Donc, alors moi, quand j'ai vu le premier but, au début, je voyais pas très bien qui c'est qu'il avait. Enfin, j'ai vu de loin, mais j'avais pas trop vu qui y avait là. Et au début, direct, je me suis dit, comme il était à gauche, je me suis dit, c'est Hincapié, c'est pas vrai et tout. Après, j'ai vu que c'était Gabriel, j'étais là, mince, c'est Gabriel. Parce que Gabriel, il y a une époque où il faisait quand même plus d'erreurs. Et il est toujours susceptible d'en faire une ou deux. Ouais. Bon, pardonne. En vrai, je crois que Jürgen Klopp l'avait dit une fois parce que Alisson avait fait une énorme boulette en 2008-2009 quand ils étaient super bons. Et parce que c'était le gars, Alisson, c'est un gardien qui joue vachement bien au pied. Et Klopp, il avait dit, mais en même temps, avec ce qu'on lui demande, quand tu demandes à un gardien de jouer comme ça, c'est obligé qu'il fasse une erreur de temps en temps. Et je pense que c'est pareil avec Gabriel. À un moment, ça arrive, c'est comme ça, hein. C'est pas ça arrive de se foirer, c'est tout. C'est même ça arrive au meilleur et c'est comme ça, faut l'accepter. Van Dijk aussi, il se foire de temps en temps. Quand tu vois, tu fais 1000 fois la même passe en défense, et une fois tu vas la foirer et ça arrive et voilà. Mais je trouve que surtout ce qui est important, c'est la réponse derrière, ce que dit Arteta.
dans le documentaire sur Amazon, je vais pas dire sur quoi, mais sur le documentaire. Comment ça s'appelle All or Nothing. Voilà. Il dit à un moment, parce que je crois que c'est Gabriel d'ailleurs qui fait une erreur dans un match, et il dit ouais, c'est pas grave, il fait une erreur, maintenant ce qu'il faut c'est la réponse, comment vous répondez derrière. Et franchement, est-ce qu'il y a un meilleur moyen de répondre que comme il l'a fait? Mais comme il fait très souvent, hein. Comme il a fait contre Newcastle, même si c'est moins une erreur évidente, c'est quand même un peu lui qui est contre Thomas 2. Voilà. Contre Fulham en 2022, quand il fait une erreur, et c'est le Mitrovic, l'attaquant de Fulham, qui lui prend le ballon, qui marque. Et après, derrière, il met un but sur corner pour le 1-1 ou le 2-1. Pour le 2-1 en fin de match. Pour le 2-1 en fin de match. Et ouais, il fait souvent ça. Et encore un énorme match de Gabriel, d'ailleurs. Je tiens juste à préciser, parce que là, tu as cité Klopp et Arteta pour des choses qu'ils ont dites, mais qui sont aussi des choses que je t'ai dit par WhatsApp pendant ce match. et je tiens juste à te faire remarquer que ces derniers temps, si tu inclus le but de Villa à la dernière minute, le 6 décembre, je trouve que tu as été beaucoup plus réactif, négatif aux petits coups durs que moi, alors que d'habitude c'est moi qui suis très négatif, c'est toi et larmoyant, pessimiste, voilà, et toi qui est plutôt c'est pas grave, c'est comme ça, ils ont plutôt bien fait et tout. Et là, je les ai devant moi, je veux lire tes messages à l'erreur de Gabriel But. Non mais non. Mec, t'as vu ça, j'y crois pas, c'est Gabriel 2021, on n'a pas la mentalité, tout va bien, on se tire une balle dans le pied, c'est 2023 all over again. Et après, c'est quoi les codes Canal? Bon, ça n'a rien à voir, je pense. Oui, parce que je regardais sur une... sur un stream. Je regardais... non, sur un autre abonnement que j'avais payé qui marchait pas bien. Il faut vraiment arrêter avec ce running gag de merde. Bref, voilà, tout ça pour dire Gabriel. Non, mais il faut pas révéler ça, parce que ça c'est off, c'est pas une opinion. Ça, si je dis n'importe quoi en message, je me lâche, mais c'est pas une opinion, rationnelle, tu vois, posée, professionnelle, on va dire, parce qu'on est professionnel, on fait un podcast, on analyse les matchs avec du recul. Voilà, c'est ce qu'on fait, donc on dit pas n'importe quoi. Hein, on fait pas de hating, on fait pas les haters avec les autres équipes qu'on déteste, comme Chelsea. Donc voilà, je tiens à le rappeler. En tout cas, Gabriel se rattrape. Et donc là, on a mentionné Newcastle ou d'autres matchs où Gabriel souvent rattrape une connerie en mettant un but, mais c'est souvent beaucoup plus tard dans le match. Et là, la différence avec les années d'avant, c'est que je trouve que les années d'avant, non seulement, Gabriel aurait mis son 2-1 plus tard, mais même l'égalisation serait arrivée un peu plus tard, plutôt en deuxième mi-temps. Je pense que les années d'avant, on aurait fini cette mi-temps en perdant 1-0. Après avoir encaissé un but comme ça. Et là, je trouve que ça a été repris assez vite. Alors, c'est quand même un coup de pied arrêté qui permet à Gabriel de monter. Mais ensuite, c'est quand même un très bon travail de Madueke sur son aile, qui fait un centre. Ouais. Il me semble qu'il y a un tir de Martinelli qui est contré. À ce moment-là, je ne sais pas si tu vois aussi, Hincapié se fait éclater. Je pense que s'il n'y a pas but, il y a péno. Et Gabriel le tire, qui a un finish qui n'est pas du tout facile et qui s'en sort vraiment bien. Ouais. Attends, c'est sur le... C'est sur le 2-1 ou c'est sur le 1-1 qui a un bon travail de Madueke? C'est sur le 1-1, c'est sur l'aile droite, là. Il récupère la balle après le dégagement du défenseur de la tête. Ouais. Et quand j'ai vu, j'étais là, oh là, allez-y, non. Et je vois je sais plus qui rate pas son tir, mais tire sur le défenseur ou je sais pas quoi. Et là, je vois, il tire, et je me dis, mais c'est qui? Ah, c'est Gabriel. Et ensuite, mi-temps, et ensuite, ce qu'on a vu très souvent cette saison avec Arsenal, classique, première mi-temps où on tâtonne un peu, c'est comme si on essaie de voir un peu ce qu'on va avoir face à nous. On n'a pas les débuts extrêmement rapides, c'est un peu lent. Et ensuite, après la mi-temps, toujours, encore une fois, donc apparemment, ce serait 12 buts qu'on a mis entre la 45e et la 60e maintenant. Comme on disait la dernière fois, c'est quand même ce retour de mi-temps qui est toujours explosif. Et là, vraiment, 2 buts de Rice. Très très bon quand même, très très bon. Ouais, juste pour revenir sur la première mi-temps vite fait, parce que je voulais commenter sur un truc que tu avais dit. Et c'est vrai que je sais pas si on a commencé lentement, mais je pense que voilà, il nous pressait haut, on était un peu plus nerveux, et le but, c'est un peu, voilà, ça nous a mis un petit coup, même si ça va, on s'est bien rattrapé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que on perdait beaucoup le ballon dans la construction très bas, ce qu'on fait quand même rarement. Je trouvais que Zubimendi, il a fait une ou deux erreurs. Mauvaise passe, je sais pas si c'était le seul, mais pour moi c'est surtout lui que j'ai remarqué. À un moment il perd le ballon, ce
Ce qu'il a fait une fois contre Tottenham, là, quand on se prend le but de Richarlison, c'est là où j'avais remarqué, parce que je me disais, il fait pas souvent ça. Et là, c'est vrai qu'il l'a fait pas mal. Alors je sais pas si est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il y avait trop de pression, ça arrive aussi. Mais encore une fois, il est pas sorti. Il est toujours pas reposé, ce mec. Alors ça, je te le fais remarquer encore une fois, parce que ça arrive. Quand même, c'est à noter. Après, je pense que Zubimendi, on oublie un truc, c'est qu'il a été tellement excellent depuis qu'il est arrivé qu'on oublie qu'en fait, il y a un temps d'adaptation et que lui, il vient de la Real Sociedad où il joue dans la Liga, où c'est totalement différent, même si c'est un niveau très élevé aussi, c'est très technique, mais c'est pas la même pression physique, je pense, en tout cas pas de la part de toutes les équipes qu'en Première Ligue, et on se rend pas compte qu'en fait il doit s'habituer à ça aussi, et c'est pas toujours évident, donc c'est peut-être ça aussi, hein. Parce qu'il était tellement bon, il a réussi mais en plus pallier, en deuxième mi-temps il était excellent. Oui. Il a dicté le rythme avec Odegaard. Là, ils ont ralenti le rythme, en fait. Ils ont ralenti, ils ont rajouté. Pour le coup, je trouve que ce match était un peu trop vertical par rapport à ce que avant, je demandais plus de verticalité. Là, au contraire, ça nous arrangeait pas. C'est un peu comme quand on joue contre Liverpool. On essaye de calmer le chaos, quoi. Mais c'est vrai qu'avec ces deux joueurs-là, avec Odegaard et Zubimendi ensemble, on contrôle beaucoup plus et on doit pas se replier et défendre à je sais pas combien dans notre surface et pas réussir à se dégager, quoi. Ouais. Et on le voit. En tout cas, le premier but de Rice, franchement, on peut peut-être dire que c'est un petit peu un bon travail de Gyökeres, mais n'empêche. C'est ce que j'allais dire. N'empêche que si tu regardes vraiment, il perd quand même la balle. C'est ça qui est trop. Non, mais on peut dire que à la limite, vraiment, peut-être que c'est un peu Gyökeres qui fait un peu un bon travail. Non, mais après, c'est quand même lui qui. Pas malgré lui, mais c'est quoi ? C'est un ballon de je sais plus qui. Il la contrôle, il la perd un peu, mais ça retombe sur nous, quoi. C'est ça. Ça retombe sur Odegaard, Odegaard qui a fait la bonne passe pour Rice qui est à l'entrée de la surface en mode box-to-box, en mode milieu central. Joli finish. Ouais, superbe finish. Et entre trois joueurs, contre-pied du gardien. Ouais, pas facile. Mais c'est un bon finisher en fait, Rice. C'est pour ça que je pense Arteta ils veulent faire jouer en 8 plutôt qu'en 6. Ouais, bien sûr, non mais là avec Zubimendi c'est parfait toute cette combinaison là. C'est incroyable. Et le troisième but j'ai l'impression que le troisième but, bon il est très beau, j'ai l'impression que c'est un peu la consécration de 6 ans de travail d'Arteta. C'est vraiment Odegaard qui fait enfin ce ballon profondeur parfaitement dosé, Saka qui a assez d'explosivité pour courir à fond et qui cut back très précis, et Rice qui finit sans aucun accroc. En fait c'est le but un peu type de ce qu'on essaie de faire. C'est je sais pas si tu te rappelles, mais c'est le but typique de Manchester City de l'époque où ils avaient 100 points là, de 2007, 2008, 2019. C'était, tu te rappelles, moi je me rappelle. C'est le cutback. Il y a un moment, c'était le cutback, c'était genre De Bruyne ou je sais pas qui fait une passe en profondeur pour l'ailier ou pour pour l'arrière latéral, un cutback, et c'est Raheem Sterling qui arrive, qui a juste un tap-in, qui le rate 9 fois sur 10, mais comme il le réussit quand même une fois. Mais un peu après avec Rodri aussi, qui met des buts mais par les positions. Oui, mais c'était j'ai l'impression c'était le but typique de City qu'on voyait tout le temps, et c'est vrai que nous après on joue différemment, hein, mais là ça fait plaisir, et bon travail aussi, bonne entrée de Saka quand même si je trouve que Madueke, même s'il a pas marqué, pas d'assist, il a quand même, je trouve qu'il était excellent. Très différent de Saka. Qui l'eût cru que Madueke jouerait beaucoup plus que Eberechi Eze à un moment. Après Eze il a plus joué dans l'ensemble, Il a plus joué parce qu'il n'y avait pas Odegaard aussi, je pense, mais en fait il a fait 2 performances catastrophiques sur son aile gauche, alors qu'il a rien demandé, il a jamais demandé à ce qu'on le mette sur son aile gauche, et ensuite il a été écarté, on l'a plus revu. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, les 15 dernières minutes, c'est pas la première fois ces derniers temps que c'est hyper stressant. C'est d'ailleurs la 8e fois cette saison que Arsenal arrive dans les 15 dernières minutes avec un but d'avance. Il n'y a pas eu beaucoup où on en a encaissé. Quand il y a eu un but d'avance, parce qu'on a encaissé la dernière minute contre Villa récemment, mais c'était un 4-1 dans les derniers instants. Évidemment contre Sunderland, le 2-2 qui fait mal. On avait un but d'avance. Non, c'est Sunderland. Contre Villa, c'était 1-1. Voilà. Donc c'est stressant. C'est pas bien pour notre cœur et notre espérance de vie. Ouais, mais là, les circonstances étaient quand même différentes, dans le sens où, pour moi, on a fait le taf défensivement, on a fait le taf offensivement.
Après, si tu retires le but qu'on leur donne, après ça fait partie du jeu, hein, c'est le foot. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même bien contrôlé, mais c'est sûr que voilà, tu leur donnes un but, en plus c'est le 1 pour 1-0 chez eux, bah tu te tires une balle dans le pied, comme j'ai dit. Et on est quand même bien remonté par rapport à ça, mais normalement, avec la performance, avec ce qu'on a produit offensivement, même défensivement, normalement, tu vois, on arrive dans ce match, on devrait être facile à 2-3-0 quand ils marquent. Tu vois, et peut-être ils mettent un but à un moment, mais si on est déjà à 2-3, enfin à 3-0, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. S'ils mettent que 3-1, tu vois. Mais bon, après, voilà, avec des si, on peut aller loin. Si, Ouais, machin, ça si reste on la a première si. ligue, on est à l'extérieur. On a eu un match en midweek le mardi, là on joue le samedi. Voilà, tu vois. Bah, la fin, c'était nerveux, mais je trouve que, voilà, ça va être, de toute façon, quand t'as qu'un but d'avance, ça va être nerveux, mais je trouve que c'était pas comme contre Villa ou comme contre Wolves, où on était vraiment, tu vois, en train de pas réussir à se dégager, de rien contrôler, de les laisser attaquer. Ouais. C'était un peu différent, je trouve. Un peu plus de contrôle. En tout cas, homme du match, notre capitaine, qui, à partir du 1-1, il a décidé, ça, c'est moi, c'est mon spectacle maintenant. Monstrueux, on a parlé de ses 2 buts. On peut parler de sa coiffure, en mode Ah bon? petit début des années 90, no bullshit, là. Ah ouais. C'était petit côté ré au milieu, mais sans fioriture et sans bling. Vraiment, le volume, enfin l'intensité physique qu'il met, le volume de course. En fait, comme on dit, Le volume de ses coiffure, cheveux. de Ouais, sa coiffure. exactement. Lui, parfois, il décide en fait de prendre le match par les roubignoles, on va dire. Tu vois, t'as l'impression qu'il décide, genre, on ne va pas ne pas gagner ce match. Je refuse, c'est interdit. Il y a une expression en anglais, c'est Non, mais take the game by the scruff ouais, of mais ils the le disent neck. trop là. Ils le disent tout le temps. Bah, ouais, mais non, mais c'est Someone pour has dire à to nos take the game auditeurs- by the scruff of the neck. Non, mais c'est Ouais. pour nos auditeurs francophones, parce que c'est dommage qu'on n'ait pas une expression comme ça. C'est cool. C'est by the scruff of the neck, Ah c'est si, genre il a tu décidé prends le de se prendre match par ouais, la mais peau nous du on cou. dit le taureau par les cornes. Ah oui, c'est ça. C'est pas mal. Je connais pas les Mais expressions bon, françaises. on dit pas le match par les cornes malheureusement. Mais en gros, c'est ça, oui. C'est ce genre de joueur qui, un peu comme Rice aussi, qui peut se dire ok, maintenant, je prends le match en main et on va gagner. Ouais. Et surtout que les équipes qui nous causent le plus de problèmes, ce sont, comme je disais, les équipes qui courent beaucoup, qui arrivent presque à matcher l'intensité de course d'Arsenal. Et Rice, il permet d'être toujours encore au-dessus de eux à chaque fois. Ah, ouais, alors après, je crois qu'on en avait parlé, mais pour moi, l'intensité de toutes les équipes, je veux dire, les joueurs à ce niveau-là, c'est tous des athlètes exceptionnels, tu vois. C'est pas L'intensité, juste oui, mais c'est nous, pas toutes les équipes qui décident de courir autant que Bournemouth. Hein. C'est des styles de jeu après. C'est comme tu disais par rapport Oui, au low non, block. Oui, il y a des styles de jeu, mais ce que je veux dire, c'est que si toutes les équipes décidaient de jouer comme ça, ils pourraient le faire. Je veux dire, c'est des athlètes de très haut niveau, ils peuvent tous avoir le... Ok, il y a chaque joueur différent. Bah, t'achètes je parle des joueurs pas que en de fonction courir de leur en fait. profil physique aussi. Mais non, mais ça veut dire que Ouais. en fait, il faut réussir à la fois à courir et jouer au football en même temps. Je leur dis pas C'est de ça que je veux courir. Il faut aussi avoir Ouais, la ouais. tête froide pour contrôler des ballons et pour tacler en même temps. Tu vois. Et C'est ça, c'est pas ça toutes que les je- équipes qui savent le faire. Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est que la différence, elle se fait aussi avec est-ce que tu peux, malgré l'intensité qui est mise en face, toi, contrôler, est-ce que tu peux quand même garder un niveau technique très élevé, même si tu donnes beaucoup physiquement, parce que c'est pas évident, hein, quand t'es crevé de contrôler le ballon, c'est encore plus dur que quand t'es pas crevé. Et c'est vrai que c'est là que la différence se fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent presser, et surtout faut être organisé, parce que tu peux presser comme un dingue, tous devant à presser, mais si tu te foires, si t'es pas dans le timing précis, que t'es pas pile sur le joueur qu'il faut au bon endroit au bon moment, Ouais, voilà. tu te fais vite avoir, et ça se joue à des Et les changements de direction, ouais. Ouais, c'est ça qui est Avancer, compliqué, en reculer, fait. droite, gauche. Oui, c'est la distance parcourue dont je parle. Arsenal sort toujours des matchs avec une distance parcourue supérieure aux adversaires. Ouais. Et ceux qui la matchent un peu, c'est ceux qui nous causent beaucoup de problèmes. Parce que ça veut dire que s'ils la matchent, c'est que c'est un peu leur style de jeu et qu'ils ont aussi un peu le talent pour aller avec ce style de jeu. Tu vois, sinon ils le feraient pas. En effet. Et là, quand ils le font pas, on arrive quand même ces derniers temps, c'est cette saison principalement, à battre les équipes qui décident de ne pas trop courir, de rester bas, tu vois. Et ça c'est une nouvelle arme. Après, il y a un truc aussi, c'est que l'équipe qui a le ballon, comme nous, on est une équipe qui garde beaucoup le ballon. Donc quand tu presses une équipe
et que tu récupères souvent le ballon, bah ça va parce que tu vas pouvoir te reposer plus ou moins quand t'as le ballon. Tu gardes un peu le ballon, tu fais courir l'autre. Mais si t'as genre 30% de possession de balle et tu vas pas pouvoir presser tout le match, tu vas te crever. C'est pas possible. Tu peux pas te défendre non plus tout le match. C'est ça qui est, je pense, qui est dur aussi, c'est que si t'es pas assez bon techniquement pour garder le ballon assez longtemps, tu peux pas presser tout le match, tu vas te crever, tu vois. Ce qui fait qu'on peut presser nous aussi comme des dingues, c'est qu'on arrive aussi à garder le ballon et réussir à se reposer. Enfin, je pense. Après, je sais pas, je suis pas un expert, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que tu peux presser plus intensément quand après tu sais que tu auras des temps de repos entre guillemets quand tu as le ballon ou c'est l'adversaire qui va devoir courir un peu plus. En tout cas, Voilà. quand on sent que le match devient un peu tendu et que c'est là qu'on rentre dans un truc un peu mental, j'ai l'impression que dans ces moments-là, il élève son niveau, Rice. Et que là, aujourd'hui, il m'a même fait penser un peu à Gundogan avec son côté... tu vois, tu as des performances comme ça où c'est un peu compliqué, c'est un peu juste et le mec arrive avec 2 buts. Et il a vraiment le mental et je pense que lui, si tous étaient comme lui, ça gagnerait la Ligue haut la main, je pense. Son taf défensif, parlons-en, enfin, il est hyper bon dans le repli. C'est un je pense que c'est l'archétype du milieu. En fait, les Anglais, ils ont un truc avec les milieux de terrain. Ils adorent les milieux box-to-box. J'ai remarqué ça. Et ils ont un truc... parce les Anglais, ils ont toujours ce truc de... le foot anglais, c'est physique, machin. Il faut toujours défendre. Tu vois, moi, je trouve... Enfin, depuis que je regarde, j'ai toujours eu cette impression que dans les médias, en tout cas, et tout, toujours ce truc ils aiment pas trop les joueurs flair players, entre guillemets. Tu sais, les joueurs qui sont très bons techniquement, mais qui vont rester toujours entre lignes, pas trop défendre, un peu à la Ozil. Ils apprécient pas ce genre de joueurs parce que c'est pour eux... tous les joueurs doivent être tu vois, assez complets et quand tu es au milieu de terrain il y en a beaucoup qui sont en demande du coup ils élèvent des Adam Wharton ou des Elliott machin là de Nottingham Forest. Ils les encensent parce qu'ils en ont tellement peu que tout d'un coup ça devient ils ont l'impression que c'est Iniesta quoi, alors que ce qu'ils ont de plus c'est des Rice, ça c'est sûr mais tu vois ils aiment quand même Eze, tu vois, en Angleterre. Oui. Bon après ils ont besoin d'une meilleure ils apprécient plus maintenant ils apprécient beaucoup plus ce genre de joueur, mais même Eze il fait quand même du taf défensif même si mais et on peut ajouter aussi à Rice qu'il tire nos coups de pied arrêtés, c'est-à-dire que les coups francs à balancer dans la surface c'est souvent lui, les corners du côté gauche ils sont excellents, enfin on se rend pas compte du talent qu'il faut pour faire ça en plus du reste, c'est toujours en plus tu vois. Je me rappelle que Cesc Fabregas avait dit à l'époque en 2013 ou 2014, il parlait de Aaron Ramsey, parce que je me rappelle en 13-14, Aaron Ramsey faisait un excellent début de saison, il marquait énormément de buts. Et c'était un peu le même genre de milieu, même si Aaron Ramsey, c'est pas vraiment un numéro 6, c'était plus un numéro 8 /10, enfin vraiment un pur numéro 8 box-to-box. Et pour ceux qui se souviennent d'Aaron Ramsey, moi j'aimais bien ce joueur, je trouve que c'est un très très bon joueur. Et Fabregas avait dit, en fait ce qui est génial avec Aaron Ramsey, c'est que en fait quand tu regardes, il est pas excellent dans un domaine, tu vois. Il est pas genre incroyable offensivement, il est pas incroyable défensivement, il est pas, tu vois, il fait pas des coups francs comme Beckham et tout, mais il est bon dans tout en fait. Et je dirais que Rice c'est un peu ça, mais niveau 2.0 quoi. C'est-à-dire que il est quand même excellent défensivement, il est offensivement, c'est sûr qu'offensivement c'est pas Saka ou d'autres, tu vois, enfin je veux dire même en termes de finish, mais il est quand même très 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 bon offensivement. Il est très bon en passe, il est bon, comme tu dis, il est bon en il peut tirer les coups de pied arrêtés, il est quand même bon en dribble, il peut temporiser aussi. Tu vois, c'est pas un numéro 6, il est pas métronome comme Zubimendi, mais c'est quand même un excellent numéro 6. Donc ouais, en fait, c'est vraiment le entre guillemets all action midfielder. Donc c'est genre le mec, il est partout tout le temps, il peut tout faire. Et il porte son équipe. C'est un peu comme quand tu joues au foot, tu vois, à notre niveau, et t'as toujours un mec parfois qui est juste trop fort, il est bon dans tout, tu vois. Il est juste partout tout le temps. Un peu comme notre pote, on va faire une dédicace, Philippe. Moi, je trouvais que Philippe, quand je jouais avec lui, à 11 contre sur le terrain à 11, j'étais étonné parce que je me disais, mais comment il fait ? Il était genre milieu défensif, tu vois, quand on jouait avec lui, et il était partout, tout le temps. Genre, il était sur tous les ballons au milieu, il était tout le temps à récupérer tout.
c'est lui qui driblait, qui était là. Il avait tout le temps le ballon. Tu sais pas comment il faisait, tu vois. Moi, j'étais étonné parce que c'est dur. Non, mais après, tu te rappelles, Philippe, il était fort quand même. Bah, bien sûr. Surtout, de nous tous, c'était surtout quand meilleur. tu compares l'époque école, la valeur ajoutée par rapport aux autres élèves autour. Enfin, aux autres Ouais, c'est ados. ça. Mais après, voilà, nous, on n'était pas des pros, mais quand t'es un pro. Imagine le niveau. C'est incroyable, ouais. Je trouve que Onana nous l'a fait un peu quand Rice était absent, justement. Je trouve qu'en première mi-temps contre Villa, il nous a énormément manqué, justement, Mais- parce que Onana a imposé son style. Onana, il est ouf aussi dans ce sens-là. Je Ouais. pense qu'Onana, il est moins bon offensivement. Mais moi, à une époque, je crois qu'Arsenal voulait l'acheter d'ailleurs. Mais Ouais, j'aurais bien là, aimé. j'aurais été chaud, mais bon. Mais bon, Rice mieux. En tout cas, il Ah, nous aide aussi tu à... parles de Amadou Onana, hein, pas André. Je parle de Villa, pas du gardien de United, ok. qui n'est plus à United d'ailleurs. Rice nous aide aussi à gérer les fins de match, je trouve, ce qu'il apporte pas mal de contrôle, tout comme un autre joueur dont j'ai envie de parler aujourd'hui, même si on en a parlé la dernière fois, qui est Martin Odegaard, qui gère aussi très bien les fins de match. Enfin, bon, Encore il est un quand même gros match. sorti pour Merino là cette fois-ci. Donc ma transition était un peu pourrie parce que Merino nous a aidé à gérer la fin de match et je trouve qu'il faisait du bon travail Merino à la place d'Odegaard. Bref, Ouais. je trouve que là Odegaard, au début, il a un peu ce côté, je sais pas si c'était des instructions, mais tu sais, contre Villa, il était resté assez haut, on l'avait dit, et là au contraire, il redescendait beaucoup et je pense que ça c'est le Odegaard frustré qui justement décide d'aller en même temps. Avant, je t'avais dit, est-ce qu'on repose Odegaard contre Bournemouth pour le garder contre Liverpool? Mais je t'avais dit aussi, pour moi, Bournemouth, c'est vraiment un match pour Odegaard, avec une équipe qui presse hyper haut et où tu as besoin de cette capacité à te dégager de l'arrière. Donc ça ne m'étonne pas qu'il descendait beaucoup. Et sauf que cette fois, au lieu que lui et Zubimendi se marchaient sur les plates-bandes comme plein de fois, mais parce qu'ils n'ont pas énormément l'habitude de jouer ensemble, en fait, ces derniers temps, parce qu'Odegaard a été pas mal blessé. Là, au contraire, je trouve que dès que Odegaard descendait, Zubimendi montait en échange. Donc ça crée un bon équilibre. Très souvent aussi, on va en parler un peu plus bas de Saliba. Je trouve que Saliba montait et se plaçait en milieu de terrain un peu à la manière de Stones il y a 2 ans. Et voilà, donc Odegaard, Zubimendi, je trouve qu'il y a une bonne alchimie qui commence à se créer. Bon, l'assist, la passe décisive pour Rice, on en a parlé, je trouve qu'elle est quand même elle est assez instinctive et parfaitement dosée. Ça passe pas en profondeur pour Saka sur le 3e but. C'est peut-être sa plus belle action du match, je trouve. Ouais. Je trouve que tu as été un peu sérieux parce que tu as dit ouais, c'est ce qu'on voulait voir, le but typique d'Arteta, les 6 ans de boulot, 6 ans de travail d'Arteta, parce qu'enfin il nous fait une bonne passe en profondeur. Mais il a fait la passe de ouf pour Zubimendi pour le 4-1, enfin pour le 2-0 pardon, contre Aston Villa. Mais en fait, dans là, ce que c'est je disais, différent, je ouais. disais pas. Je voulais pas déprécier la qualité de ce que je voyais. Hein. Je disais ce but profondeur de Odegaard pour Saka sur l'aile, cutback de Saka à but de Rice. J'ai l'impression de voir genre enfin le but qu'on a essayé tellement de Ouais. fois. Tu vois, genre j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Mais non, contre Zubimendi, moi je trouve que le but de Zubimendi avec passe d'Odegaard est plus beau que celui-là. Hein. En effet. Oui, mais après, moi j'ai l'impression de revoir le Odegaard de la deuxième moitié de 2023-24, notamment le match contre Aston Villa, la première mi-temps, quand on avait perdu 2-0 là. Mauvais exemple. Il avait sorti. Non, mais mauvais exemple, mais je trouve que justement en première mi-temps, on avait plein d'occasions parce qu'Odegaard faisait un match de folie où il nous sortait que des ballons comme ça, en profondeur pour Saka ou pour, je sais plus, pour White, je crois. Il nous sortait que des ballons précis comme ça, mais de dingue. Et on a eu plein d'occasions et on n'en a pas mis une seule, bien sûr, et après on a perdu 2-0. Mais en gros, c'est juste pour dire que ça me rappelle le Odegaard de la deuxième moitié de 23-24. De début 2024. Et je trouve qu'il a fait comme Gabriel et Rice, il a pris ses responsabilités, il s'est dit ok, faut qu'on monte, faut qu'on contrôle le match, je redescends hyper bas, je vais vous montrer comment on fait. Et je suis trop content là. Je trouve que ça fait. Chaque fois on dit ouais, ça y est, Odegaard il commence à nous sortir des bons matchs. Bah là, ça fait plein de matchs qu'il le fait. J'espère que ça continue. Ouais, Parce ça qu'il a monte en encore une puissance, assist, encore un gros match. Enfin, une assist et surtout le 3-1, il était décisif dessus. Encore une grosse performance de Odegaard. Donc j'espère qu'il sera bien en forme contre Liverpool. Il faut surtout pas qu'on considère que ces performances-là comme acquises, comme ça peut arriver avec Odegaard. Tu sais, on peut se dire ouais, Odegaard, voilà. Non, il faut vraiment reconnaître que là, ce qu'on est en train de voir depuis 2-3 matchs,
c'est vraiment très 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 bon. C'est-à-dire que non seulement le mec il fait des passes de qualité, des assists et des pré-assists en profondeur, mais en plus Mais il décide de contrôler le match. Mais c'est pas facile du tout. Et je pense qu'il pourrait entrer dans n'importe quelle équipe à ce niveau-là. S'il se blesse pas, il peut entrer dans n'importe quelle équipe du monde. Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City. Donc faut vraiment pas considérer ça comme acquis. Il faut vraiment garder ce joueur non, mais à notre club. attends, on l'a critiqué et j'étais le premier à le critiquer beaucoup pour dire que c'était pas assez. Et en même temps, c'est vrai. Je veux dire, avant ça, c'était pas assez ce qu'il produisait. Il contrôlait, il nous aidait beaucoup. On en a bien parlé, ouais. Mais là, oui, pour moi, là, ça y est, ça c'est l'Odegaard que je vois. Mais voilà, ça fait plaisir. Et espérons que ça continue. Et un autre qu'il ne faut pas considérer comme acquis, je trouve aussi, et qui, parce qu'il nous a habitués à tellement des hauts standards, c'est Saliba. En fait, lui, il est... Souvent, on n'en parle pas parce que Saliba, qui est très bon, c'est juste un Saliba normal. Et c'est bien de temps en temps d'avoir une section sur lui parce que lui aussi, bon, il a été blessé, il n'a pas raté énormément de matchs. Et là, on l'avait vu quelquefois, son côté, Arteta lui disait tu peux te monter un peu plus, offrir une option en plus au milieu. Là, je trouve que c'était son match le plus progressif, je pense. C'est clairement un des matchs où il est plus monté au milieu et ça a fait du bien dans justement ce jeu qu'on avait du mal à sortir de l'arrière à cause du pressing. Je trouve que Saliba, il a la capacité d'être un milieu. Et donc, comme je disais, il alternait pas mal, ouais. Ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ça se voit que, en fait, quand on est pressé très haut, qu'on essaie de construire d'en bas, en fait, ils peuvent tous alterner. Donc, ça veut dire que, si t'as Saliba qui est trop pressé, c'est Zubimendi qui va venir pour offrir une option. Si lui il est pressé, si c'est Rice qui va être là. Après, sinon, il y a l'arrière gauche. Ou sinon, ça va être comment il s'appelle, Odegaard qui peut redescendre aussi. Il y a plein de moments où en fait c'était ça en fait et parfois tu avais Saliba, il se mettait en position de milieu défensif, il remontait vachement entre guillemets vachement haut et pour offrir une option et ensuite on pouvait construire à partir de là. Et c'est vrai qu'il faut être très 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 bon pour pouvoir faire ça. Et je pense que Saliba, il pourrait très bien être milieu défensif dans beaucoup d'équipes, je pense. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce qu'il est plus discret que Gabriel. Il marque moins de buts, mais c'est pas que ça. C'est juste aussi que on le remarque moins parce qu'il est moins, il est moins exubérant. Et on le remarque moins parce que quand tu marques des buts, on te remarque plus forcément. Mais après, je pense qu'on apprécie quand même, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, j'apprécie toujours ses performances, mais on est tellement habitué à ce qu'ils nous sortent à chaque fois des 10 sur 10. Enfin, j'exagère, mais tu vois, des 9 sur 10, qu'en fait, on le prend pour acquis presque, tu vois. Et on oublie que, en fait, chaque fois, c'est devenu la norme. Et après, c'est vrai que quand il a été absent brièvement, on avait Mosquera qui nous a aussi sorti de ses performances. Ah, il donc me manque. Il me manque. Ouais, il nous manque aussi, mais du coup, c'était... En fait, quand Saliba y revenait, c'était juste deux joueurs excellents, tu vois. Un peu plus que l'autre, peut-être, Saliba, tu vois. Mais du coup, on le remarquait peut-être moins. Mais ouais, il faut apprécier aussi ce qu'il fait. Et ce qu'on peut apprécier aussi, c'est d'avoir un attaquant qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe de Championship de deuxième division anglaise. Tu prends n'importe quelle équipe de deuxième division anglaise, tu le mets, c'est sûr qu'il fait une bonne performance dedans. Et ça, c'est Gyökeres. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que toi, t'as révélé ce que j'ai dit sur WhatsApp, mais moi, est-ce que je vais révéler ce que tu m'as envoyé comme message sur Gyökeres ? Tu viens de le dire déjà. Tu t'es juste approprié. Non, c'est pas exactement. T'as un peu nuancé quand même. T'as dit Gyökeres. Non, t'as dit tous les attaquants des 20. Non, tous les attaquants de première ligue titulaires. Tous les attaquants titulaires. Tous les attaquants titulaires de première ligue sont meilleurs que Gyökeres. Les 20 équipes. Ouais. Et le pire, c'est que je veux pas critiquer, mais en vrai, je suis pas sûr que t'aies tort. Hein. Est-ce que tu peux prendre après il faut voir notre système et tout, tu vois, notre attaquant il va peut-être foiré, tu vois. Oui en fait, c'est qui l'attaquant de Wolves ? Raúl Jiménez, non, il est à Fulham maintenant. Bon, non, c'est je sais plus comment il s'appelle, il est coréen. Si, non, alors il y a le coréen qui d'ailleurs est meilleur que Gyökeres.
Ouais, à mon avis, ouais. Il s'appelle pas Hee-chan, Huang, Hee-chan, je pense. c'est ça. Ok, donc lui il est meilleur. Il y a West Ham qui sont aussi bien dans la merde. C'est qui l'attaquant de West Ham? Ils ont Callum Wilson. ils ont Callum Wilson qui est meilleur. Bon, il est pas blessé. En vrai, je suis pas sûr qu'il soit moins bon que Gyökeres si on le met dans notre équipe. Tu te rends compte, on est en train de dire en vrai, je suis Non pas. mais, en fait, C'est la même discussion quoi. Non mais en vrai, qu'on soit pas sûr, d'accord, on sait pas bien sûr. Si ça se trouve, il sera pire, on sait pas. Mais le truc, c'est qu'on ait un débat, se dire peut-être, on n'est pas sûr. Ça veut tout dire parce que normalement, est-ce que quelqu'un est en train de dire si on change, attends, il y a qui dans les autres équipes? J'essaie. En fait, j'arrive pas à me c'est un mauvais exemple. Internet. Alors, Joao Pedro, il a quand même marqué que 2 buts depuis le début, mais. Mais Joao Pedro, je trouve qu'il contribue quand même plus à l'équipe, tu vois. Et Ekitike, 6 ans de moins. Non, mais Ekitike, il est chaud. Moi, je pense que cette équipe, si elle avait un Ekitike qui est à la fois un point focal et un talent un peu partout sur le terrain, franchement, et en plus, ce serait inarrêtable. Il a quoi, 21 ans, ouais. 21 ans. De toute façon, j'arrive pas à me la Pourquoi ça, je comprends. Je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi. Non, mais on a déjà parlé. Il y a quand même 40 millions de différence dans la thune. Moi, je pense que Gyökeres, il est venu pour alterner avec Havertz, voire être remplaçant. C'est juste qu'il y a eu le. Tu vois, c'est ça. On peut pas. C'est pas le même achat. C'est pas le même marché en fait. Ouais, mais tu vois, Liverpool, ils achètent Isaac et Ekitike. Oui, mais en mettant 230 millions dans les deux. 23 ans, pardon, Ekitike quand même. Il a quand même 23 ans. C'est vrai qu'on n'a pas le même budget. Mais on a la même passion. Je voulais te dire compo contre Liverpool qui arrive jeudi soir. Alors là, il faut une compo qui reflète l'importance de ce match. Là, alors je sais que Liverpool, ils sont pas dans la course au titre. Ils sont à. Mais du coup, c'est le moment. C'est le moment. Non, ils sont à. C'est le moment de les prendre. 11 points. Attends, ils étaient à 10. Non, ils sont à 12 points de nous, je crois. Mais là, en fait, c'est quand même une équipe dangereuse. C'est quand même une très bonne équipe, même si ils font pas la meilleure saison. 15 points maintenant, mais ils n'ont pas encore joué. Ouais, ils n'ont pas encore joué. Il leur reste un match. Disons 12, quoi. Ok. S'ils gagnent, ce qui est pas sûr. Non, là, il faut marquer le coup. C'est comme contre Villa. Hein. Même si c'est même s'ils sont plus loin et tout, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message au reste de la ligue, et surtout qu'est-ce qu'on veut montrer. On peut. Pour moi, j'accepte pas un match nul. C'est pas possible. On peut pas faire un match nul. Non, ça c'est sûr. Gagner chez eux, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on montre. En plus, ils sont vulnérables, tu vois. Après, ils resteraient dangereux. Hein. Ça reste Liverpool. Faut pas... Je suis désolé, mais t'as vu tout ce qu'ils ont acheté comme truc. Ils ont pas d'excuses. Hein. Donc pour moi, il faut Raya, Timber, Saliba, Gabriel. À gauche, je sais pas si Calafiori revient. Peut-être Calafiori, sinon Hincapié. Ensuite, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard. Et en attaque, écoute, franchement, je sais pas. Si j'avais les infos et que je savais que Jesus pouvait commencer un match, je dirais Jesus. Ouais. Mais Havertz, c'est sûr qu'il peut pas commencer le match. Donc quand même Gyökeres, tu vois, je mettrais pas Merino quand même parce que c'est pas un vrai attaquant. Mais encore que je me demande si c'est pas mieux de mettre Merino en attaque, tu vois. Mais je me demande c'est que oui, mais si Gabriel Jesus peut nous faire 60 minutes, tu mets Gabriel Jesus, non? Enfin, j'ai l'impression qu'une défense qui est un peu hésitante comme celle de Liverpool en ce moment, c'est le moment de leur mettre un poison là. Peut-être que justement, il a pas fait jouer Jesus ce match-là pour le garder pour Liverpool. Alors après, Jesus, il n'est pas trouvé très bon dans ce match-là, dans son entrée contre Bournemouth. Quelques mauvaises décisions, mais bon c'est Liverpool, il aime bien jouer contre Liverpool, il a déjà marqué beaucoup de buts. Non, mais je sais que c'est Jesus et qu'on dit souvent que il prend pas toujours les meilleures décisions dans les derniers 30 mètres, mais là en vrai il revient là il vient de mettre un but et tout, donc on est là, il est chaud, mais en vrai faut pas oublier que ça fait un an qu'il a pas joué, faut lui laisser un peu de temps. Après il est un peu rouillé, mais même un Jesus rouillé, je me demande si c'est quand même pas mieux qu'un Gyökeres en forme, quoi. Enfin en forme. Est-ce que ce serait pas au contraire le moment du doublé de Gyökeres contre Liverpool
son arrivée à Arsenal, enfin. J'aimerais bien, mais tu vois, j'y crois pas trop, quoi. Encore Eze, tu sais que c'est le genre de joueur où voilà, il peut te sortir quelques mauvais matchs, il est un peu indifférent. Et c'est pas que je m'attendais à ce qu'il sorte un truc comme ça contre Tottenham, mais tu sais que c'est le genre de joueur qui peut te produire des moments comme ça. Gyökeres, franchement, j'y crois pas. Je le vois pas, quoi. Je vois pas comment. Pour l'instant, tous les buts. Je suis désolé, hein, je veux pas ajouter de négativité, mais moi, tout ce que j'ai vu de Gyökeres, j'en ai vu des matchs avec lui. Tous les buts qu'il a mis, à part celui contre Leeds où tu vois, il dribble un peu de joueurs et il met un bon finish. À part ce but-là, tous les autres buts, c'est un peu des cafouillages ou des trucs. Ou des pénaux. Ou des pénaux, ou des buts faciles. Franchement, je vois. Et puis là, franchement, à un moment, il y a eu une opportunité là, contre Bournemouth. Là, à un moment, il y a eu un bon ballon. Ouais. Et en vrai, là, j'ai vu le truc où, tu sais, il la contrôle et tout, mais en fait, il lui manque une fraction de seconde pour tirer ou pour mieux contrôler, enfin pour un peu se démarquer un peu du défenseur. Il lui manque un tout petit peu, tu vois, ça se joue à quelques dixièmes de seconde. Mais c'est ça qui lui manque, tu vois, et c'est ça qui fait la différence à ce niveau-là, en fait. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est des mini-différences comme ça qui font qu'il n'arrive pas. Il y a déjà pas beaucoup d'opportunités, mais il tire pas le mieux du peu de ballon qu'il arrive à avoir. Et à mon avis, là, ça va être pareil. Surtout contre Konaté et Van Dijk. Il a déjà du mal contre des défenseurs. Alors il y a peut-être plus d'espace, mais contre Everton, il avait plus d'espace et franchement, il n'a pas été. Ok, c'était Tarkowski, mais même, il avait plus d'espace et je ne l'ai pas vu produire plus. Donc après, j'ai envie de croire en lui encore, tu vois. C'est notre joueur, il est à Arsenal, il faut croire en lui. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut espérer qu'il. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut m'en vouloir de pas y croire, de pas trop y croire là? Parce qu'à un moment, on peut attendre, on peut être patient, on peut ceci, cela. Là, ça fait quand même longtemps qu'on attend un vrai truc, tu vois, de montrer une vraie bonne performance. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, de toute façon, tout a été dit. Hein. Moi, j'aime bien qu'on joue avec le principe d'un numéro 9. Je trouve qu'on est meilleur comme ça. Pas un faux 9. Je trouve que ça occupe les défenseurs et ça donne un point de focal. Mais voilà, ça ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut ensuite qu'il y ait un peu plus comme productivité. Bon, ça viendra peut-être, on verra. À mon avis, il sera titulaire contre Liverpool. Mais il y en a un que tu as évoqué très vite fait, c'est Eze, qui a clairement été absent de plein de matchs récemment. Depuis ces deux performances nulles, donc contre Villa et contre Wolves à l'aile gauche. Contre Villa, il a été même plutôt fautif parce qu'il n'a pas suivi Matic sur le premier but. Et ça, on sait que Arteta, il peut lui en vouloir pendant longtemps. Mais j'espère qu'il va pouvoir revenir. Je pense qu'avec les matchs qui arrivent, les Chelsea en Coupe de la Ligue, il y a aussi Inter Milan en Ligue des Champions. On va jouer contre Manchester United en Première Ligue le 25 janvier. Il y a un autre match de Ligue des Champions. On a le retour d'Arsenal-Chelsea. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des matchs qui sont un peu moins des matchs de contrôle et qui sont un peu des matchs contre des rivaux. Et comme ça a été contre Tottenham, et Eze pourrait amener son petit grain de sel. Donc j'espère que dans cette période-là qui arrive un peu dans le prochain 1 mois et demi, dans le prochain mois en tout cas, qu'on va le voir beaucoup plus. Mais je pense que oui. Ouais, je pensais. Et puis même là, tu vois, Madueke, il est pas rentré dans pas mal de matchs là récemment où je me disais il pourrait rentrer. Et je me disais mais pourquoi et tout. Et là finalement il commence le match et il nous fait un match excellent. Donc je me dis c'est peut-être ça Eze aussi. En fait je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça où les joueurs ils jouent pas et du coup ils veulent revenir dans l'équipe et quand ils reviennent ils se disent bah là si je veux jouer il faut que je sois au max, tu vois. Et peut-être que c'est ça, il va nous sortir un truc de dingue parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que le mec il rejoue, pour lui c'est peu importe le match où tu le mets, pour lui c'est genre la finale de la Ligue des Champions parce que c'est genre là s'il a le bon mental, ouais, que je le mérite. Ouais, mais en même temps on prend des joueurs pour ça, hein. Faut qu'ils aient le bon mental, tu vois. Je pense qu'ils l'ont. De toute façon, on l'a dit, Eze, c'est un joueur de moment. C'est pas forcément un joueur qui doit être le maximum impliqué pendant plein de matchs d'affilée pour monter en puissance, un peu comme Odegaard. C'est plutôt un joueur qui, tiens, on va le mettre peut-être contre Liverpool les 30 dernières minutes, et en fait, il va nous sortir de but, tu vois. On peut rien savoir en tout cas. On peut rien savoir, mais je serais très content de le voir jouer. Mais si on le voit jouer, ça veut sûrement dire qu'on est en galère et qu'on a besoin de le faire rentrer. C'est aussi ça. Ça dépend de tu vois, si c'est 0-0 ou si on mène 2-0, c'est pas pareil.
pour qui tu fais entrer. Et ça coïncide aussi avec les grosses performances d'Odegaard. C'est pas une coïncidence. Je pense que Eze n'est pas fait pour être sur cette aile gauche. Trossard y est excellent d'ailleurs. Et au milieu de terrain, Odegaard est indétrônable. Et là, il fallait faire reposer Odegaard. C'est Merino à 3-1 que tu mets, tu vois. Non, mais après, si tu regardes, en vrai, c'est même pas une question de est-ce que Arteta refuse de le jouer, nanana. C'est même pas ça. En fait, tu l'as dit, c'est tu veux le mettre où, c'est ça. Odegaard, il est excellent. Rice, Zubimendi, c'est même pas la peine d'y penser, de les bouger pour faire de la place à. Enfin, tu vas te bouger Rice pour Eze, par exemple, c'est même pas la peine d'y penser. Trossard, pareil, il n'y a pas d'argument. Il est juste excellent à gauche. Alors, sauf si tu veux faire tourner l'équipe, mais c'est vrai que là, est-ce qu'il pouvait mettre Eze au lieu de Martinelli ? Peut-être, je sais pas. Tu vois, c'est peut-être plus un Martinelli, mais ça se vaut, quoi. À mon avis, le match d'après Liverpool, c'est un match de FA Cup contre Portsmouth. Et je pense que Arteta a sûrement ça en tête pour faire revenir Eze petit à petit. Titularisation contre Portsmouth, et ensuite il y a Chelsea, tu vois, en Coupe de la Ligue. Ouais. Non, mais ouais, il y aura des opportunités. Mais ouais, c'est difficile c'est juste les joueurs, ils sont tellement excellents que voilà, c'est difficile de les faire bouger. Prédiction contre Liverpool. Je pense que ça va pas être facile, mais je pense qu'on va quand même peut-être mettre un petit 2-0. Putain, qu'est-ce que ce serait bien. Je suis optimiste. Ouais, mais c'est beau. En même temps, j'avais dit 3-0 contre Villa. Hein. Donc, tu vois, mon optimisme a payé. Ah, t'avais dit ça ? Ouais, tu te souviens, t'avais dit 2-1 pour Arsenal, et moi j'avais dit 3-1, on va les humilier. 3-0, on va les humilier. Dis donc. C'est presque 4-1. Mais on n'avait pas fait de prédiction pour Bournemouth, donc là 2-0. Putain, je suis un peu d'accord avec le 2-0. Est-ce qu'on leur met pas plus de buts comme. Non ? Et Ekitike nous met un petit but. Un petit 3-1. En vrai, Liverpool, je les vois toujours bien marqués quand même contre nous. Ouais, toujours. Parce que je crois que chaque fois, les 2-3 derniers matchs au Emirates, ils ont marqué. Hein. Ouais. Enfin, de toute façon, tous les derniers matchs, mais 22, 23, 24, ils ont marqué. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je dirais quand même peut-être 2-0, parce qu'on est quand même bon défensivement, mais mine de rien. Ouais. Enfin, après, on n'aura pas le record du Chelsea de Mourinho de 15 buts encaissés. Hein. Ouais, ça, c'est impossible. Pense qu'on l'aura pas. C'est pas la même ligue, hein. C'est impossible. D'ailleurs, on l'a déjà plus. On a encaissé combien de buts 10 Tac. 14. Ah bah voilà. En ligue. Sauf si on encaisse qu'un but. Ouais, ou 0 et on bat le record. 0 jusqu'à la fin. Ah ouais, bah là on gagne la Ligue, c'est sûr. Non, mais de toute façon, j'ai jamais cru qu'on l'aurait ce record. C'est impossible avec la Ligue. Elle est bien meilleure qu'à l'époque. Toutes les équipes ont des attaques incroyables. Après, si tu regardes, il y a quand même pas mal de buts qu'on aurait pu éviter, mais bon. Évidemment, surtout dans les derniers matchs. Hein, il y a eu une vraie dégringolade défensive depuis novembre. Depuis décembre. Après, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de gagner la Ligue. Je m'en fous du record de Mourinho. Évidemment. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, je vais pouvoir profiter de ma dernière soirée au Mexique avant de rentrer travailler dans les -2 en France. -2 degrés. Hein. Et bien, profite bien. Écoute. Merci. Et bah toi aussi. Bon retour à Toulouse après cette période de fête. Je te remercie. Pardon, dans ta ville où tu vis, dans cette période de fête. Ouais. Parce que tu ne veux jamais rien révéler. Le podcasteur masqué. C'est ça, exactement. Bon, allez. Je vais retourner dans ma ville. On va pouvoir balancer ce petit enregistrement là pour tout le monde et se concentrer sur Manchester City-Chelsea demain. Ah oui, ouais, j'espère. Il n'y a aucun espoir, mais bon. Attends, c'est à Etihad. C'est à City. Ils n'ont pas de manager Chelsea. Ouais. Ils ont embauché un manager à la quiche là. Non mais attends, ça c'est nous, tu vois. Ça c'est nous on joue contre Bournemouth alors qu'ils ont encore Semenyo, alors qu'il est censé aller à City. Et eux ils prennent Chelsea quand ils ont plus Maresca. Tu me diras, est-ce qu'ils vont pas être meilleurs? Ouais, il y a tellement rien à perdre. Ça peut pas être pire. Il y a tellement rien à perdre. Ouais, il y a c'est genre bon les gars, free ride de toute façon. Voilà, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on peut rappeler c'est piège. qu'on a parlé de Chelsea? La peau de banane. Ouais, vas-y. Ouais, mais est-ce qu'on peut rappeler rapidement que Chelsea, c'était nos challengers pour le titre là? Ils sont à combien de points de nous? Tu veux qu'on le rappelle à chaque pod? Ils sont comme Liverpool. Même, attends, je crois plus même. Ils sont à 15 points. Ils sont derrière. Ouais. Ils sont à 15 points. Eh ouais, les gars. Non, ils sont à... Oui, d'accord, 15 si tu comptes leur victoire demain. Ouais. Mais non, vu qu'ils risquent de perdre, ils sont à 18 points derrière.
Eh bah dis donc. Eh bah dis donc, le title Non, challenge. mais j'espère, je dis pas ça souvent, mais j'espère une petite victoire de Chelsea quand même. Et Bah, au bien pire, sûr. un match nul. Oh, bien sûr, qu'est-ce que ce serait bien que J'aime bien Manchester regarder les matchs City, comme ça. fasse 0-0 contre Sunderland et perdre contre Chelsea derrière. Mais j'aimerais bien, tu sais, j'aime bien quand tu regardes un petit match comme ça. Quand ton équipe Et a tu gagné fais la aussi, veille. tu sais, ton équipe a gagné et tu regardes et c'est tout bénef. Mais bon, parfois c'est chiant. En fait, parce je que suis c'est un d'accord. hate watch en anglais, ça s'appelle. Mais il y a quand même rien de pire que de regarder un match où, par concours de circonstances, tu supportes une équipe que tu détestes, mais elle perd. Ouais. Tu vois, parce que ça veut dire que déjà c'est genre putain, mais en plus je suis là à vous soutenir et vous faites cette merde, vous jouez trop mal. Enfin, tu vois, pourquoi en fait? Donc vaut mieux pas avoir d'espoir et juste regarder le match en sachant comment C'est ça comme va quand finir. j'ai regardé City Liverpool cette saison là à City, j'avais un espoir que Liverpool, tu sais, ils ont égalisé à un moment mais c'était refusé. J'avais un espoir qu'ils prennent des points à City, en fait ils se sont écroulés. J'étais dégoûté, je disais mais pourquoi quand c'est contre nous, vous êtes hyper chaud là, vos joueurs là, ils sont ça là, ils nous sortent toujours un but et là vous êtes nuls. Toujours quand... Et je parle même pas de Tottenham. Hein. Et c'est le moment de les écraser et de faire exactement la même performance que City a fait contre eux et comme nous on a fait contre City l'année dernière quand ils étaient mal en point. On leur a mis 5-1 chez nous, donc il faut se souvenir de ça. Ils sont pas mal en point là, City. Hein. Non, je parle de Liverpool. Je parle de profiter de comme on a fait l'année dernière, 5-1 contre City quand ils étaient mal en point. Ouais, là, on démonte Liverpool qui sont un peu faiblards. C'est ça la marque des champions. Donc en espérant que ça se passe. Et sur ce, voilà, ciao. Ciao les petits Gunners. Ciao les petits Gunners, ciao.